Très bien, les amis. Bon mardi à tous. Je vais simplement poser la question qui me trotte dans la tête. Que se passe-t-il au Colorado? Je veux dire, quelqu'un m'en avait parlé en fait. Plusieurs d'entre vous l'avaient suggéré. On a peut-être remué le nid de guêpe d'une façon ou d'une autre quand on a commencé à parler de Victor Marx, non? Ses liens présumés avec Israël, l'histoire que nous a racontée Corby Hall, sa relation inexplicable avec Erika. C'est à ce moment-là que toutes ces attaques aléatoires ont commencé contre moi et ma famille, comme s'ils montaient d'un cran pour essayer de nous distraire. Trump a soudainement publié ma photo sur la couverture du Time Magazine, me qualifiant de personne la plus ignoble de l'année. Vraiment? Jeffrey Epstein ne méritait pas cet honneur. Ensuite, ils envoient l'excentrique Larry Loomer. Oui, ne perdons pas le fil en fait. Le Colorado, où Victor Marx est actuellement candidat au poste de gouverneur, est un très bel État, en fait classé, je crois, comme l'État le plus sain du pays. L'État est aussi riche d'une histoire américaine du mauvais genre. Et il y a eu, en fait, une autre fusillade qui a eu lieu le 10 septembre, dont nous devrions parler brièvement. De plus, nous avons enfin reçu le nom de la société hollywoodienne de Deepfake, avec laquelle nous pouvons confirmer que Turning Point USA a eu une réunion après le décès tragique de Charlie. Nous allons vous montrer de quoi cette entreprise est capable et je vais vous laisser tirer vos propres conclusions. Et enfin, l'aveu de Gary Melton de Paramount Tactical, selon lequel l'un des enfants sur la photo de l'alibi d'Erika à Fort Huachuca n'est pas le sien, n'est pas un aveu subtil. Parce qu'il semble que, encore une fois, Internet avait raison. Bienvenue à nouveau sur Candace. J'ai encore beaucoup de questions à propos de Victor Marx. Vous savez, je suis partie en Italie pour ma confirmation, je me suis laissée distraire. Je vous avais dit que, malgré tous ces posts publics à mon sujet, il n'avait pas répondu à mon message sur Instagram. Et puis, il l'a fait. En fait, j'ai vérifié aujourd'hui et il a répondu pendant que j'étais en Italie. Il a finalement répondu. Donc, je vais essayer de fixer un rendez-vous pour qu'il vienne, ou du moins, tenter de fixer un rendez-vous pour qu'il apparaisse dans l'émission et réponde à quelques questions. La première question que j'ai, probablement. C'est pourquoi Victor Marx a-t-il été la première personne publique documentée à faire une vidéo annonçant que Charlie était décédé, bien avant le président des États-Unis ou qui que ce soit d'autre, qui lui a dit que Charlie était mort, n'est-ce pas? Nous aurons peut-être ou non une réponse claire à cela, mais cela m'a certainement paru étrange. Aussi, quand et comment s'est-il autant rapproché d'Erika, Dr. Kirk, à tel point en fait qu'il faisait partie de son cercle immédiat? Son cercle de réconfort après que son mari ait été brutalement assassiné devant le monde entier. Dès qu'elle est rentrée chez elle en Arizona, il était là pour lui offrir une étreinte chez elle. Je pourrais ajouter, dans son espace personnel. Et j'ai appris depuis qu'à un moment donné, Charlie et Victor Marx se sont vraiment brouillés. La raison, je ne la connais pas. Mais apparemment, d'après des personnes bien informées chez Turning Point USA, c'était suffisamment grave pour que Charlie et Victor arrêtent carrément de se suivre mutuellement sur les réseaux sociaux pendant un certain temps. Donc, je poserai la question de façon rhétorique. Quand, pourquoi et comment Erika est-elle restée ou devenue aussi proche de Victor Marx? Parce qu'à en juger par les histoires qu'on a entendues à son sujet, certaines venant de Victor lui-même, il me semble un peu dangereux. Non, un brin instable, si je puis dire. Je ne crois pas du tout à son numéro de pasteur. Et nous avons vérifié, il semble que la dernière fois que Victor Marx ait fait quoi que ce soit publiquement avec Charlie, c'était lors d'une apparition dans l'émission de Charlie. C'était en octobre 2023. Que s'est-il passé en octobre 2023? Eh bien, Victor Marx est apparu dans l'émission de Charlie Kirk pour fournir à Charlie des reportages de première ligne depuis, vous l'avez deviné, Israël, juste après le 7 octobre. Oui, naturellement, bien sûr. Évidemment, Israël. Victor Marx s'y est rendu directement, malgré l'état de sécurité renforcé, grâce à ses contacts dans les FDI. Il a pu s'y rendre. Vous ne me croyez pas? Écoutez, Victor. Victor, vous êtes en direct depuis Israël. Donnez-nous un rapport de première ligne. Je peux vous dire tout de suite, c'est pire que ce que quiconque peut imaginer. Aujourd'hui, j'étais sur le terrain du festival et ils ne laissent entrer personne.
mais les relations que nous avons avec les forces spéciales, les commandants ici dans les FDI sont étendues et ils nous emmènent dans des endroits afin que nous puissions raconter au monde et surtout à l'Amérique ce qui s'est passé. Et vous savez, je n'ai pas vraiment vérifié cette rumeur, mais j'ai reçu quelques informations dans notre boîte de réception. C'est la raison qui a été donnée aux personnes qui allaient à l'Église pour expliquer pourquoi certains de ces pasteurs savaient que Charlie était mort avant d'autres grâce à leur contact dans les FDI. Encore une fois, je dois approfondir ces pistes, mais oui, ils ont de très bons renseignements. Certainement, j'imagine que les services de renseignement israéliens ont peut-être été les premiers à savoir, d'une manière ou d'une autre. Je me demande pourquoi ils étaient intéressés. Qui sait, après avoir entendu cela, est-il juste de suggérer que Corby Hall disait peut-être la vérité à propos de Victor Marx, qu'il aurait potentiellement fait des démarches pour obtenir des armes au nom d'Israël, au nom des FDI, prétendument, peut-être? Je pense que c'est une supposition raisonnable. Quoi qu'il en soit, maintenant, nous savons que Victor se présente. Gouverneur du Colorado, inspiré selon lui par la mort prématurée de Charlie, quelque chose s'est emparé de lui. Il devait faire quelque chose et ce quelque chose, c'était de se présenter au poste de gouverneur du Colorado. D'accord? Et le Colorado est intéressant pour de nombreuses raisons. Pour information, pour ceux d'entre vous qui n'habitent pas ici, nous, Américains, le reconnaissons malheureusement comme le berceau des fusillades dans les écoles. Personne ne peut oublier Columbine. J'étais très jeune et cela me semble encore si brutal, si choquant. Je me souviens m'être rassemblé autour de la grande télévision à écran épais, attendant que les informations arrivent par les médias traditionnels. Au-delà de cela, pas très loin, évidemment, à Aurora, dans le Colorado, il y a eu l'une des fusillades les plus tristement célèbres, une fusillade de masse, celle à thème Batman. Quand The Dark Knight est sorti, cela s'est passé dans un cinéma, et il ne faut pas oublier ici que l'amie d'Erika Kirk était présente. Lors de la fusillade dans le cinéma, Erika semble vraiment avoir la poisse en ce qui concerne les fusillades. Maintenant, on peut faire une supposition éclairée sur l'identité de cette amie, mais on ne sait toujours pas avec certitude qui c'est ni comment elle a été impliquée. A-t-elle été blessée? Je ne sais pas. Concernant le Colorado, nous savons aussi que Charlie était censé être au Colorado le lendemain, n'est-ce pas, le 11 septembre, juste après UVU, son prochain événement, qui, pour une raison quelconque, a été à peine médiatisé, devait avoir lieu au Charis Bible College le 11 septembre. C'est nous qui avons révélé l'information, en fait. Nous avons également révélé qu'aucun plan de sécurité n'avait été mis en place pour cet événement, ce qui est remarquable. Et Brian Harpole a pratiquement confirmé notre reportage dans sa plainte déposée contre moi. Regardez ce qu'il a écrit à propos de Charis Bible. Selon l'informateur Dowens, il n'y avait aucun plan de sécurité au Charis Bible College. Il jugeait étrange que l'équipe de Harpole planifie l'Utah Valley University 2 semaines à l'avance sans contacter la police de Woodland pour le Colorado. Owens a demandé pourquoi Turning Point USA n'a-t-elle eu aucune coordination policière au Colorado si c'est leur habitude? Point d'interrogation. Ensuite, ils mettent entre guillemets ici. Je veux dire, entre parenthèses, Harpole n'a pas coordonné avec Charis Bible College ni avec le service de police de Woodland parce qu'il n'avait pas été informé que Charlie visiterait l'école. Il n'était pas rare que Charlie visite des universités uniquement avec Dan Flood. Vraiment? Il semble l'oublier, pourtant j'ai tourné 3 ans avec Charlie. Ce n'est pas courant. Je ne sais pas si cela s'est déjà produit. On va peut-être le découvrir au tribunal, le cas échéant, mais ce serait certainement inhabituel. Une seule personne de la sécurité lors d'un événement universitaire. Et il n'en avait aucune idée, il n'avait même pas... Non, il était avec Charlie depuis des années. Tu n'avais aucune idée que c'était sa prochaine destination. Ça me paraît toujours étrange. Peu importe si tu le mets dans un dossier, ça ne rend pas soudainement la chose plus claire. Il dit « c'est bon ». Au fait, je vais vous montrer ce passage dans les médias locaux. Au Colorado, 7 jours après la mort de Charlie le 17 septembre, cela clarifie et confirme qu'il devait effectivement y prendre la parole le lendemain. Le voici. Il est écrit dans le coin, le collège avait prévu d'accueillir Kirk après la première étape de sa tournée de retour en Amérique, mercredi, à l'Université de la Vallée de l'Utah, où il a été abattu alors qu'il répondait à une question d'un membre du public. Oui, l'amendement de Woodland Park honore son héritage.
D'ailleurs, je devrais préciser, au cas où vous vous poseriez la question, à propos du Charis Bible College, son fondateur est ce type, Andrew Womack. Et vous vous demandez, est-ce qu'il est un ancien militaire? Bien sûr. Ne soyez pas ridicule. Grandissez un peu. Il y a des liens militaires partout. D'accord. Ensuite, après Charis Bible, Charlie devait retrouver, comme nous l'avons appris, Erika à l'Université d'État du Colorado, qui se trouve à Fort Collins. Erika l'a confirmé lors de son entretien avec Jesse Waters. Mais évidemment, il n'est jamais arrivé à l'un ou l'autre de ces événements. Un autre point intéressant concernant le Colorado, c'est que l'un des avions utilisés par Turning Point USA, et je veux être clair ici, plus précisément, l'avion que Charlie lui-même a utilisé pour pratiquement toute l'année 2023, juste après que Mikey McCoy soit devenu chef de cabinet, cet avion, numéro d'immatriculation 9582 Charlie commence à utiliser cet avion tout au long de 2025. C'est vraiment seulement vers la fin qu'il a changé pour l'autre avion qu'il a utilisé ce jour-là. Mais son avion, au départ, c'était celui-ci qu'il utilisait pour se rendre à chaque événement partout dans le pays. Mais le jour de l'assassinat de Charlie, nous savons que Charlie n'a pas pris cet avion pour aller à Provo, mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un connu de Turning Point USA a bel et bien pris cet avion, le novembre 582 Mike. Et cette personne est arrivée là-bas, à Provo, finalement, après la fusillade. Je vais d'ailleurs vous raconter les vols de cet avion ce jour-là en général. Encore une fois, c'était l'avion principal de Charlie, le novembre 582 Mike. Il est toujours lié à Paradise Jets, tout comme l'autre avion, celui qu'il a effectivement pris ce jour-là. Vous pouvez voir que 25 minutes avant que Charlie ne soit abattu, l'avion décolle de Denver, Colorado. C'était à 11h58 du matin, heure des Rocheuses. Et ensuite, il se dirige vers une base militaire, à Pierre, dans le Dakota du Sud. Le Dakota du Sud est l'une de mes escales d'avions égyptiens. Il atterrit à 12h56, heure des Rocheuses. Donc, il décolle 25 minutes avant que Charlie ne se fasse tirer dessus depuis Denver, Colorado, puis il atterrit à Pierre, dans le Dakota du Sud, environ 23 minutes après que Charlie ait été abattu. D'accord, alors, qui que ce soit à bord de cet avion, une personne connue de Shredding Point, USA, est restée dans le Dakota du Sud pendant environ 50 minutes avant, en route vers Chicago dans l'Illinois, apparemment pour une prise en charge. Et ensuite, ils sont allés directement à Provo, dans l'Utah, atterrissant à 18h57. Puis cet avion reste sur place pour la nuit. Je veux à nouveau insister sur le fait que cet avion est connu de Turning Point USA. Quelqu'un à bord de cet avion connaît Charlie. Après avoir passé la nuit à Provo le 10 septembre, il est ensuite retourné à Pierre, dans le Dakota du Sud. Encore une fois, rien de bien important. Nous sommes dans les Dakotas, à l'exception de la base militaire. De toute façon, le Colorado, comme je viens de le voir, est un sujet récurrent dans ce genre d'article. Je m'intéresse simplement à ce qui se passe au Colorado et ce serait assurément intéressant de le savoir. Qui, affilié à Turning Point USA, se trouvait à bord de cet avion en provenance de Denver qui a décollé 25 minutes avant que Charlie ne soit abattu à destination d'une base militaire? On change de sujet, mais c'est toujours le même thème en réalité. Vous vous souvenez peut-être que le 10 septembre, quasiment à la même heure, à la minute près où Charlie a été abattu, il y a eu une autre fusillade dans le Colorado, dans un lycée, l'Evergreen High School, et l'affaire a en quelque sorte disparu du cycle médiatique national. Bien sûr, les médias locaux ont continué à en parler un peu, mais pas suffisamment au goût des parents d'élèves de l'école. Je sais que j'ai reçu une avalanche d'emails, mais je ne me suis pas vraiment penchée sur la question. Des parents qui n'étaient pas satisfaits, qui demandèrent des informations, mais qui n'en recevaient pas. Et, vous savez, je n'ai pas vraiment eu le temps de creuser le sujet. Mais je pense que ça vaut la peine d'en parler pour que vous sachiez un peu ce qui s'est passé. La version officielle, c'est qu'un élève de 16 ans qui fréquentait l'Evergreen High School, nommé Desmond Holly, s'est présenté à l'école avec un Smith & Wesson 38, un revolver spécial à 12h21, 2 minutes avant Charlie. Il a tiré sur un élève de 14 ans à bout portant alors qu'il était encore à l'intérieur de l'école. Ensuite, Desmond quitte le bâtiment de l'école, il traverse le terrain de football et tombe sur un deuxième élève. Cet élève s'appelle Matthew Silverstone et il lui tire dessus à bout portant.
Il lui tire une fois dans la tête, je crois, aussi dans la poitrine, et il fait cela à l'intersection de South Olive Road et Buffalo Park Road. Un couvreur, un gars qui travaille littéralement sur les toits et dans la construction, un homme nommé Delmar Martinez, a filmé cette confrontation initiale et dans les images de Martinez, que je vais vous montrer, l'interview avec Martinez. Desmond Hawley tient Matt Silverstone par le cou, lui tire dessus, puis remonte l'allée. Et ensuite, la vidéo, celle de Delmar, capture les adjoints en train de crier des ordres comme « Lâche l'arme ». Un adjoint reste en arrière pour porter secours à Matthew Silverstone, tandis que les autres agents des forces de l'ordre poursuivent le tireur dans l'allée. À ce moment-là, lorsque les agents et Desmond Hawley sont tous deux sortis du champ. Hors de la vue de la caméra du couvreur, un dernier coup de feu retentit, non capturé par la caméra. C'était Desmond qui se tirait dessus. Le bureau du shérif a depuis confirmé que seuls les adjoints ont été témoins de Hawley se tirant dessus après qu'ils aient donné leurs ordres. D'accord, voici juste quelques points. Et ils viennent tout juste, je veux dire, il y a quelques jours à peine, de publier un énorme lot de documents, enfin, que les gens devront examiner et vérifier. Mais je peux déjà vous dire certaines choses que les habitants et les parents d'élèves de l'école ont trouvées immédiatement étranges à propos de la fusillade. Et le fait qu'ils commencent seulement maintenant à obtenir des réponses et plus de documents, c'est long d'attendre aussi longtemps. Si c'était vos enfants qui fréquentaient cette école, vous comprendriez pourquoi. Ces parents étaient frustrés et m'envoyaient des emails vous demandant d'y jeter un œil. L'un des plus grands mystères de cette histoire concerne le premier appel au 911, et ceci, je le cite d'un email que j'ai reçu. Un détail, écrit-elle, qui n'a jamais été clarifié publiquement, c'est qui a réellement passé le premier appel au 911 et d'où cet appel a été passé. L'appel est arrivé à 12h22. Une minute entière après que le premier coup de feu ait été tiré, la description donnée à l'opérateur était d'un calme et d'une maîtrise déconcertants. Ils ont dit, je cite, « Il se passe quelque chose de grave à un demi-mile au sud du lac Evergreen. » C'est une référence géographique plutôt qu'un signalement direct de coup de feu par quelqu'un à l'intérieur du bâtiment. L'identité de l'appelant, le type d'appareil utilisé et l'emplacement précis d'où l'appel a été passé n'ont jamais été rendus publics. Ça me paraît fou. Je suis d'accord avec cette personne, c'est juste, tu veux dire quoi? C'est un appel vraiment étrange. Pourquoi ne divulguez-vous pas d'où provient cet appel? C'est très simple. Deuxième point, autre chose bizarre, la réaction en général. Cette femme écrit, je cite, « Lors de l'intervention suite à la fusillade d'Evergreen, des agents venus d'autres juridictions, des personnes arrivant simplement d'autres secteurs, sont arrivés sur les lieux. Ils sont allés de porte en porte, frappant et s'identifiant verbalement comme étant la police et le SWAT, demandant aux enseignants et aux élèves d'ouvrir. C'est exactement le contraire de ce que prévoit le protocole de confinement établi. La procédure correcte, celle qui est la norme depuis Columbine, c'est que les élèves et les enseignants restent derrière des portes verrouillées, quoi qu'il arrive. On n'ouvre à personne et les forces de l'ordre utilisent les clés fournies par l'école pour entrer. On n'ouvre pas la porte, point final, pas même pour quelqu'un qui frappe, pas même pour quelqu'un qui dit être policier. Le bureau du shérif du comté de Jefferson l'a d'ailleurs reconnu dans sa mise à jour du 10 octobre en précisant que les adjoints du comté de Jefferson avaient suivi le protocole correctement et que ce sont les agents extérieurs ou les renforts des agences voisines qui ont commencé à aller de porte en porte pour demander aux gens d'ouvrir. Et le bureau du shérif a spécifiquement félicité les enseignants et les élèves pour avoir bien fait d'ignorer ces demandes et d'être restés enfermés. L'explication publique du shérif, qui rejette essentiellement la faute sur la coordination entre agences, sans nommer précisément quelle agence a envoyé les agents qui frappaient aux portes, ni quel agent en particulier. Ou si une quelconque responsabilité a été engagée par la suite, est étrange. Il est à noter que le lycée Evergreen se trouve dans le même comté où a eu lieu le massacre du lycée Columbine. Ainsi, les leçons de Columbine ont été très bien retenues dans le comté de Jefferson. Toute la base du protocole moderne de confinement dans les écoles à l'échelle nationale a été structurée à partir de l'ère post-Columbine de la formation à la sécurité dans les écoles. Le modèle du protocole standard, qui a commencé il y a 26 ans avec Columbine, a été créé et construit en grande partie autour de l'expérience de ce comté en particulier.
Pourquoi ne révèle-t-on pas qui est allé frapper aux portes en disant « Je suis un policier, ouvrez ». Je ne sais pas. Un autre détail étrange concerne ce couvreur qui a filmé la bagarre, ce qui a finalement conduit au suicide du tireur. Mais il a manqué le suicide du tireur et il dit aussi qu'il n'a pas vu le suicide du tireur. Comme je l'ai dit, Delmar Martinez, son histoire est qu'il travaillait sur un chantier local, en train de faire de la toiture, de la construction, et qu'il était soit en train d'aller à sa pause déjeuner, soit d'en revenir. Mais son récit sur la façon dont il a filmé la scène, 10 minutes de vidéo, qui, comme je l'ai dit, ne montre à aucun moment le suicide de Desmond Holley, seulement les policiers et la bagarre. Et le fait de porter secours à Matthew Stone est étrange. Écoutez l'histoire qu'il raconte aux informations. À ce moment-là, je ne savais pas comment réagir. C'est un sentiment que partagent les familles, les élèves et la communauté d'Evergreen alors qu'ils luttent avec leurs émotions et leurs questions. Dans les jours qui ont suivi la fusillade au lycée Evergreen, Je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à filmer. pour Delmar Martinez, il s'agit de faire face à ce qu'il a vu et filmé alors que la tragédie se déroulait. J'ai compris plus tard que c'était un problème bien plus grave. Martinez, originaire de Cibias, Colorado, travaillait avec un autre collègue sur un chantier de toiture à Evergreen. Il roulait sur Buffalo Park Road, près d'Olive Road, lorsqu'un policier les a dépassés à toute vitesse et est sorti de sa voiture. C'est là que nous avons vu un jeune se battre. Il est sorti en tenant un autre élève par le cou et la police lui disait d'arrêter. Et donc l'élève a tiré sur l'autre adolescent et l'a jeté. Il l'a jeté au sol. Martinez a commencé à filmer alors qu'ils étaient arrêtés sur le bord de la route. La police ne savait pas comment réagir, s'il fallait s'occuper de l'adolescent au sol ou suivre l'autre. Les vidéos partagées par Martinez montrent ce qui s'est passé après qu'il ait dit que le suspect adolescent avait tiré sur l'autre élève. D'autres agents sont rapidement arrivés sur les lieux et l'un d'eux a suivi le suspect dans une allée en terre. Il est parti. Il est parti en marchant sur environ 10 mètres. Les agents semblent dire au suspect de poser son arme. C'est à ce moment-là que Martinez dit avoir entendu un coup de feu. Tout a duré environ 10 minutes. Nous avons flouté le côté droit de la vidéo où un autre agent prodiguait les premiers secours. Nous voulions partir, mais il n'y avait nulle part où aller. Martinez dit qu'il n'avait pas de réseau mobile à cet endroit et qu'il ne savait pas ce qui arrivait aux étudiants. Nous ne nous sommes rendus compte qu'à 17h30 que nous étions en train de filmer quelque chose de bien plus grave. Avec le recul, il aurait aimé pouvoir faire plus pour aider à ce moment-là. J'avais peur. Je n'ai même pas pensé à aider. Mais il reconnaît le mérite de la police, qui a tout fait à ce moment-là pour essayer d'arriver sur les lieux et de désamorcer la situation. Dès le départ, ça s'explique peut-être, mais en entendant ça, j'ai pensé « Attendez, un policier vous double vite, s'arrête et vous vous arrêtez aussi. » On connaît la curiosité des conducteurs, mais là, c'est inédit. Un policier vous double, s'arrête et vous décidez de filmer aussi. Plutôt curieux, mais le pire reste à venir. Parce que, voyez-vous, il mentionne le fait qu'il est couvreur et qu'il travaillait sur un chantier à Evergreen. C'est une communauté très soudée. Eh bien, des habitants très curieux ont commencé à enquêter et ils n'ont pas pu déterminer sur quelle maison lui et ses collègues travaillaient, ni pour quel entrepreneur ils travaillaient. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est exigé par la loi. On ne peut pas simplement aller poser un toit ou construire une maison. Et c'est aussi le cas à Evergreen. Il faut légalement déposer une demande de permis auprès de la ville ou de la commune pour effectuer des travaux. Partout où j'ai vécu, c'est comme ça. Et bien sûr, ils ont confirmé que c'est la loi ici. Donc, ils devraient pouvoir faire une recherche rapide de permis à Evergreen et dire « Ah, ils travaillaient sur la maison de Joe au bout de la rue et sont partis en pause déjeuner. » Impossible de trouver quoi que ce soit. Il a fait des recherches sur chaque maison pour voir dans laquelle il travaillait. Impossible de le déterminer, et les journalistes semblent également ne pas s'intéresser à trouver cette réponse. Cela semble être une piste qui devrait être suivie. Moi, c'est sûr, si je vivais à Evergreen, je voudrais savoir, non mais sur quelle maison travaillez-vous réellement? Enfin, un point étrange à propos de cette histoire, et il y en a beaucoup, donc je vais juste les passer rapidement. Avec vous ici. L'agent de liaison scolaire, la personne censée être là, évidemment, vous savez, Corby Hall, c'était l'intérêt de Victor Marks. Il voulait mettre un AR à disposition de chaque agent de liaison scolaire pour toute la journée.
Eh bien, le lycée Evergreen avait bien un poste d'agent de liaison scolaire à temps plein, mais le shérif adjoint qui occupait ce poste était en congé maladie au moment de la fusillade. Donc, un autre adjoint dont l'affectation principale était en fait un autre lycée situé à 9 miles de là, le lycée Conifère, assurait l'intérim à temps partiel. Il travaillait donc comme agent de liaison scolaire à la fois pour le lycée Conifère et pour Evergreen. Il était le seul à être de service le jour de la fusillade. Et au début, les premiers rapports indiquaient que l'adjoint SRO avait quitté le campus d'Evergreen vers 10h30 du matin, parce qu'il répondait à un accident de la circulation à proximité. Il n'était donc pas sur le campus lorsque la fusillade a commencé à 12h21. Or, il s'est avéré que ce rapport était inexact. Ils ont dû faire des ajustements, ils ont dû corriger la chronologie, et ils ont dit non, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le bureau du shérif a révisé cela. En réalité, l'adjoint avait commencé sa matinée à Conifère. Ensuite, il a pris la route pour Evergreen. Il est resté à Evergreen pendant environ 1 heure. Puis, il est retourné à Conifère en voiture. Ensuite, il a été envoyé du lycée de Conifère vers un accident de voiture. Et alors qu'il était en route vers cet accident, c'est à ce moment-là que l'appel concernant la fusillade à Evergreen est arrivé. Il a donc fait demi-tour et a commencé à se diriger vers Evergreen. Maintenant, voilà une autre piste qui n'a pas été suivie, parce que personne ne peut trouver cet accident présumé auquel il a été envoyé. L'emplacement de l'accident auquel il avait été initialement dépêché n'a jamais été rendu public. Aucune information confirmant cela n'a été trouvée par les personnes qui travaillent jour et nuit pour vérifier ces détails. Aucun média n'a couvert cet accident. Ils étaient sûrement débordés par la fusillade. Aucun numéro de rapport d'accident, aucun lieu, aucune autre personne impliquée. Cela a été signalé, mais jamais corroboré de manière indépendante. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ne se sentent pas confiants quant à ce qui s'est passé lors d'une autre fusillade au Colorado. Et le fait que cela se soit produit si près de la fusillade de Charlie Kirk est intéressant. Encore une fois, cela pourrait n'avoir aucun rapport avec la fusillade de Charlie Kirk. Cela pourrait simplement être une conséquence malheureuse. On a reçu assez d'emails à ce sujet, surtout en évoquant Victor Marx et le Colorado globalement. Je me suis dit, laissez-moi simplement présenter cela à un public plus national qui n'y avait peut-être pas prêté attention. Comme je l'ai dit, il y a eu récemment une énorme publication de documents. Espérons que cela apportera plus de clarté et nous verrons finalement si c'est le cas ou non. Nous allons faire une petite pause ici avant que je ne vous parle un peu de cette entreprise d'IA, une entreprise d'IA hollywoodienne, et que nous jetions un œil à la dernière bourde de Gary Melton de Paramount Tactical. Très bien, les amis, certains moments changent tout et pour une femme confrontée à une grossesse inattendue, voir son bébé à l'échographie et entendre ce petit battement de cœur peut transformer la peur en espoir. En fait, cela double la probabilité qu'elle choisisse la vie. Preborn existe pour offrir échographie, soins et soutien. Preborn aide les femmes seules, leur permettant de choisir la vie pour leur bébé et un avenir pour elles-mêmes. Le soutien continue. Preborn aide les mamans après la naissance en offrant couches, vêtements, suivi maternel, conseils, ressources et encouragement. Aider une femme effrayée à devenir une mère confiante. Un don de 28 $ offre une échographie gratuite et 140 $ aide 5 femmes. Pour donner, faites le dièse 250 et dites le mot-clé « bébé ». Faites le dièse 250 ou allez sur preborn.com/Candice. Encore, preborn.com/Candice. Je veux aussi vous parler de Nemi Skin Care. Vous savez, je les adore. Je pensais autrefois qu'une bonne routine de soins de la peau devait être compliquée, comme si je n'utilisais pas 10 produits différents, je n'en faisais pas assez, puis j'ai découvert la routine anti-âge en 3 étapes de Nemi et ça a tout changé. Simple et rapide, ma peau est superbe. D'abord, le nettoyant à la vitamine C, il nettoie sans tirailler. Puis, j'applique la crème aux peptides pour hydrater et raffermir. Et le soir, la crème de nuit régénérante est ma partie préférée. Je me réveille avec un teint reposé, plus lisse et éclatant. C'est tout. Seulement 3 étapes, matin et soir. J'aime que Nimi mise sur des ingrédients efficaces, sans complications. Si votre salle de bain est encombrée de produits inutilisés, simplifiez tout.
La routine anti-âge, en 3 étapes de Nimi, rend le soin de votre peau à nouveau facile. Alors découvrez Nimi Skincare dès aujourd'hui sur nimiskincare.com et utilisez le code Candice10 lors du paiement pour une remise spéciale. Encore une fois, c'est nimiskincare.com, code promo Candice10 au moment du paiement. Je voulais juste faire un clin d'œil à cette personne. Dans le chat, Miami 2388 écrit « Je me sens tellement validée à propos de la fausse photo des enfants d'Erika. Je crie depuis que c'est sorti. » Alors laissez-moi revenir en arrière et vous expliquer. Et tu as raison de te sentir validée, Miami, à propos de ce à quoi elle fait référence. J'en ai parlé brièvement hier, mais pendant la folie de Fort Huachuca, n'est-ce pas? Quand tout était vraiment centré sur Brian Harpo, peut-être présent à cette réunion le 9, et moins sur le pourquoi, Erika était peut-être à l'hôtel. Elle n'a pas été vue avec Brian Harpo, si l'on en croit la mémoire de Mitch. Ce qui a vraiment fait exploser l'affaire de Fort Huachuca, c'est cette coordination inutile qui a été découverte entre Andrew Colvette, qui était censé avoir été, écarté des relations publiques parce qu'il échouait lamentablement. Ils ont fait venir une équipe de gestion de crise en relations publiques, du moins c'est ce qu'Erika m'a dit, et Erika qui coordonnait avec Andrew Colvette pour obtenir un alibi pour Fort Huachuca. Pour ce YouTuber obscur, Paramount Tactical, Gary Melton, parce qu'il est, un ancien béret vert, il est très limité et je veux dire par là qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion. Il pense qu'il assemble des pièces de puzzle, mais je ne crois pas que ce soit vraiment son truc. Donc c'était très étrange. Il coordonnait avec ce type en général alors que tout allait bien entre nous à ce moment-là. Ils auraient pu m'envoyer un mail pour Mitch. Ils pensaient qu'Erika était là. Voici son alibi et où elle était vraiment les 8 et 9. Donc, quand ce moment a été découvert et que nous nous sommes préparés à diffuser cet extrait, ça a été assez choquant de voir qu'ils coordonnaient, que nous avons Erika et Andrew Kovac coordonnant avec Paramount Tactical et ils voulaient bien sûr garder ça discret parce que le cerveau de Gary ne fonctionne pas très vite. Il a accidentellement lu l'alibi en direct à l'antenne et c'était l'un de ces moments. Écoutez Gary dans son émission qui fait réfléchir. Je lui ai demandé « Et as-tu une preuve de ça ?» Il dit « Mais il faut préciser qu'Erika n'était pas dans un fort à Tucson. » Internet est devenu fou. Elle s'est réveillée à côté de Charlie le 9. Elle est allée au bureau avec Charlie toute la journée. Elle l'a réveillé d'une sieste avant un passage sur Fox. Elle est allée dîner avec Charlie. Sérieusement, les gens sont des fous. Et ensuite, le prochain, je vais vous le montrer. Juste ici, nous avons celui-ci. Et puis je vais vous montrer une photo en gros plan avec les métadonnées que nous avons à l'écran. Preuve, elle était avec ses enfants à 8h33 du matin, heure du Pacifique, ce qui, encore une fois, en septembre, l'Arizona est à l'heure du Pacifique, heure précise, en train de les promener. Apparemment, je n'étais pas censé partager ça. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'est à 8h33 du matin. Ça montre la date dessus. Désolé, Andrew. J'ai tout foiré, mec. J'essayais de gérer un podcast et de faire tout le reste. Mais encore une fois, c'est une preuve de ce qui se passe ici. Et je vais partager l'écran final, la dernière photo qui montre les métadonnées pour ça, qu'elle était bien avec les enfants. J'appuie sans arrêt sur le mauvais bouton. Vous pouvez le voir. C'est écrit tout en haut, 9 septembre, 8h33 du matin. Cette affaire est désormais classée. Cette affaire est définitivement classée. Il fait de son mieux. C'était à une heure précise. L'Arizona était à une heure précise. C'était une heure très précise dans le Pacifique. Mais donc, on arrive à ce moment et tu te dis, attends une seconde. Il se passe beaucoup de choses étranges ici. Andrew est clair. Son alibi pour le 9. Chose étrange, j'ai fini par envoyer un message à lui et Justin Strife. Après ça, qu'Erika était au bureau toute la journée avec Charlie. C'est faux. Je parle du 9. Elle n'a jamais affirmé cela publiquement. Elle dit à Jesse Waters que Charlie était au bureau tout le jour. Elle n'était donc pas avec lui le 9. Nous non plus. Le 9 n'est pas en cause pour Erika Kirk. Je ne remettais même pas vraiment ça en question. Elle avait peut-être des affaires à Fort Huachuca. Comme je l'ai dit, ses parents sont dans l'armée. Elle est peut-être simplement allée à l'hôtel pour une raison quelconque. Qui sait? Mais ce moment nous a fait dire « c'est bizarre ».
Et instantanément, des gens comme Miami dans le chat ici ont commencé à faire des vidéos disant que ce ne sont pas ses enfants. Le fils est censé avoir 16 mois, la fille. Ce ne sont pas les enfants d'Erika Kirk. D'ailleurs, puisque la pensée critique ne semble pas être quelque chose que Gary Mountain est capable de faire, cela ne veut rien dire. Même si c'était ses enfants et qu'elle cachait leur visage, cela ne voudrait rien dire. Erika Kirk était avec eux. C'est une photo des enfants seuls. D'accord. Donc, cela pourrait avoir été pris par une nounou, non? La nounou aurait pu les emmener quelque part et elle t'envoie la photo, genre, oui, tu peux m'envoyer une photo des enfants, c'est toi qui l'as prise. Voilà, ce n'est la preuve de rien, mais ce sur quoi je veux que vous vous concentriez, c'est qu'ils ont dit « enfant ». Andrew a dit « voici la preuve qu'elle est avec ses enfants ». Et ils ont effectivement essayé de faire passer l'idée que c'était les enfants d'Erika. Et j'ai regardé la photo. Je suis un expert. Des mains de tout petit, tout est de tout petit. Mes enfants sont particulièrement grands. C'était très clairement, au minimum, pas son fils. Mais je me suis abstenue. Je me suis complètement abstenue de tout commentaire jusqu'à ce que je reçoive des informations de personnes qui sauraient, qui connaissent très bien les enfants et qui m'ont dit non seulement ce n'est pas son fils, mais ce n'est pas non plus sa fille. J'ai dit, c'est vraiment, vous êtes en train de dire que ce sont les enfants de quelqu'un d'autre. C'est tout. Et je ne le suis pas, je ne peux pas, je n'étais pas disposée à affirmer cela. J'éprouve aussi un profond malaise quand les enfants sont utilisés pour se fabriquer un alibi. Je ne veux pas mettre les enfants sous les projecteurs, ni inciter les gens à rechercher des enfants. Tout ça, c'était du genre, je vais tout simplement m'en abstenir. Au fond de moi, je sais au moins que ce n'est pas son fils. Et j'entends de quelqu'un que ce n'est pas non plus sa fille. Mais je vais m'en abstenir jusqu'à ce que Gary Melton fasse ce que Gary sait faire de mieux. C'est la meilleure agence de relations publiques. Il l'est vraiment. C'est la meilleure agence de relations publiques. Pas pour Turning Point USA, mais pour les gens. Ce n'est pas son intention. Il a confirmé tellement de choses par accident. Il a confirmé que Mitch était à Fort Huachuca quand il a fait venir le fils de Mitch. Parce que, vous savez, ils allaient m'écraser avec son passé. Et, oh, c'est un père terrible. Alors n'écoutez pas. Peu importe même si Brian Harpo était là ou si Erika était là. Parce qu'en voyant à quel point Mitch est un type horrible. Et puis le fils de Mitch a confirmé qu'il avait reçu un appel ce jour-là parce que la police avait été appelée. Et j'imagine qu'il est de la famille. Et ils l'ont contacté et lui ont posé des questions sur son père. Donc, Gary a aussi accidentellement confirmé que Mitch était à Fort Huachuca, ce qui est un autre moment hilarant offert par Paramount. Finalement, ce n'était pas si tactique que ça. Bref, Gary Melton a tweeté ceci il y a quelques jours. Oui, les gens ont insisté et poussé. Ce ne sont pas nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants. Et quelqu'un a écrit, est-ce que son fils est déjà aussi grand ou bien je suis encore coincé dans le futur? Avec l'apparent enfant de 5 ans de Charlie. En fait, je n'ai jamais lu le tweet auquel il répondait. C'est très drôle. Encore une fois, on demande à Internet de ne pas croire ce que l'on voit de nos propres yeux. Et Paramount, Gary finit par répondre et dit « Ce n'est pas son fils. C'est sa fille avec un autre enfant? » Voilà, mystère résolu. D'accord, ne nous manipulez pas. C'est vous qui avez introduit cela. Même s'il s'agissait réellement de ses enfants, cela n'aurait pas été une réponse suffisante. Cela n'aurait pas satisfait la curiosité de savoir si elle était avec ses enfants. N'importe qui peut prendre une photo de vos enfants et vous l'envoyer. Deuxièmement, vous avez présenté cela comme une preuve concrète, affaire classée, qu'Erika était avec ses enfants. Andrew dit « La voici avec les enfants ». Et maintenant, soudainement, Internet n'a pas lâché le fait qu'il ne pense pas que ce soit dans les enfants d'Erika. Et maintenant, vous finissez enfin par admettre et dire, d'accord, peut-être qu'on en a trop fait avec l'enfant, trop avec le fils. Ce n'est pas son fils, nous l'admettons. Donc, ce n'est pas une preuve concernant l'enfant, point final, et ce n'est pas une preuve qu'Erika est avec ses enfants. Encore une fois, pourquoi? Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi sont-ils aussi bizarres? Pourquoi ajustent-ils constamment? Mentent-ils? Manipulent-ils? Essaient-ils d'être cohérents? Travaillent-ils en coulisses? Pour sortir un truc que j'allais démystifier, comme je l'ai dit, j'étais là. 40, 60, tu l'as peut-être vu ou non. Même si c'est le cas, ça ne veut pas dire qu'Erika faisait un truc bizarre. Elle vit en Arizona. Elle a une famille qui est impliquée militairement. Ce n'est pas bizarre. Ça ne serait pas bizarre à moins que tu ne le rendes bizarre, à moins que tu commences à raconter des mensonges. C'est ça qui fait que les gens ne font pas confiance à l'appareil de Turning Point USA.
C'est toujours ça, un léger pivot. Vous nous avez dit ceci, maintenant on va pivoter et vous donner une histoire différente. Et ensuite, en gros, on vous dit « Comment osez-vous remarquer cela ?» La première histoire qu'on vous a racontée n'était pas entièrement exacte. C'est typique de Turning Point. C'est juste leur formule qui échoue auprès du public, je me permets de le souligner. Changement de sujet, hier nous vous disions que Turning Point USA, en particulier ce Marcus Wada, prétendu ancien trafiquant d'armes, il intègre déjà en fait des voix générées par IA dans leur présentation. Nous allons voir les donateurs, ils utilisent une voix off pour narrer les présentations. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons vous confirmer que, pour une raison encore inconnue, après la mort de Charlie, et peut-être même avant la mort de Charlie, mais définitivement après, Marcus rencontrait et communiquait avec Hollywood. IA. Les sociétés de deepfake, d'accord? Ils sont spécialisés dans la création de deepfake. Maintenant, peut-être que si c'était une entreprise conservatrice spécialisée dans la production de vidéos, on pourrait se dire, d'accord, vous savez, à l'époque où Daily Wire disait qu'ils allaient conquérir Hollywood, ça aurait du sens. Mais pourquoi les États-Unis? Un tournant décisif. Je vais vous donner le nom de l'entreprise. C'est VFX, Los Angeles. Effets visuels, Los Angeles. Ces gars-là ont été amenés à Turning Point USA. Comme je l'ai dit, nous pouvons le confirmer avec Marcus Wada. Je ne peux pas confirmer qu'ils ont créé du contenu pour lui. Mais j'aimerais vous montrer sur leur site web ce qu'ils disent être leur spécialité. Explorons un peu. Voilà. On nous dit ici qu'ils font du clonage de voix. Encore un exemple de nos capacités en IA. C'est la recréation d'une voix spécifique, le clonage de voix, en utilisant un modèle d'IA sur mesure pour cette voix exacte. Il n'y a aucun accent ni aucune expression familière que nous ne puissions générer. Par exemple, ce projet pour Fanatics Collectible où nous avons dû reproduire le timbre et l'intonation unique d'un défunt. Commentateur de baseball, Skip Carey ou Skip Carey, désolé, je ne suis pas fan de baseball, les gars, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, cela nous invite à écouter sa voix originale, puis à écouter cet enregistrement de l'acteur engagé qui a ensuite lu un nouveau script, et enfin écouter notre clonage vocal de la voix IA de Skip Carey, bien qu'il soit décédé il y a près de 20 ans. Ah, c'est intéressant parce que j'ai des donateurs qui me disent qu'ils sont convaincus que c'est de l'IA. Ils étaient là. Charlie n'a jamais dit formellement « Je nomme Erika Kirk s'il m'arrive quelque chose ». Beaucoup nous ont écrit, notamment des experts de l'IA de longue date. Ils disaient « Candice, je te le dis à 100%, c'est de l'IA. Je ne prétends pas être une experte. Je dis juste que je suis des pistes intéressantes comme celle-ci. Ce n'est d'ailleurs pas tout ce qu'ils font. Ils peuvent aussi créer des vidéos. Prenez une vidéo de quelqu'un, par exemple, une personne qui fait une présentation à Aspen, juste pour donner un exemple, et s'ils avaient besoin d'ajouter une phrase ou de modifier quelque chose. Ce sont eux qui pourraient s'en charger. Allons voir de plus près leur deepfake ou, si vous voulez retourner sur le site de Sky, ils expliquent comment vous allez voir cette femme britannique dire quelque chose dans une publicité et ensuite ils vont... Vous avez des problèmes de connexion Internet? Pas de souci. Prévenez-moi quand ce sera de nouveau opérationnel. OK, super. Ils ont déjà retiré la vidéo et ensuite, ils vont prendre cette publicité britannique originale et ils vont lui faire dire la même chose en allemand. Faites dire le mot en allemand à l'homme qui apparaît également dans la publicité. Ils vont les obliger à le dire en français. Et la façon dont ils ont procédé pour leurs clients et la réaction de ces derniers reste encore un peu troublante. Il y a quelque chose qui cloche et ils ont ensuite réussi à faire en sorte que la bouche se comporte correctement et leur faire dire des choses qu'ils n'ont en réalité jamais dites, ou du moins pas dans cette langue. Regardons cette vidéo. Nous allons maintenant vous présenter la gamme d'outils d'IA et de méthodes VFX brevetées que nous utilisons pour créer une synchronisation labiale réaliste, d'une publicité aérienne, de l'anglais britannique original vers le français, puis l'allemand. Alors, vous venez d'enfiler une chemise fraîchement lavée pour découvrir que les odeurs sont revenues. C'est l'effet boomerang, des odeurs mal éliminées au lavage qui sont réactivées par la chaleur. Odeur boomerang. nous avons commencé par cartographier la ressemblance des acteurs britanniques d'origine, qui seraient ensuite utilisés pour générer leurs traits photoréalistes en deepfake.
Nous avons ensuite choisi 2 acteurs français ayant une ressemblance avec leurs homologues britanniques et enregistré une multitude de séquences que nous appelons des images d'entraînement pour former nos modèles d'IA pour chacun. Ensuite, le clonage de la voix nécessite de nombreuses étapes de montage, de tri et de nettoyage avant que nous puissions entraîner nos modèles vocaux d'IA à reproduire les voix des acteurs d'origine. Avec tout ce travail de préparation et la puissance de calcul de nos modèles d'IA, nos synchronisations labiales sont impeccables, prêtes à être diffusées dès leur sortie. Enfin, on nous a demandé d'ajuster le sourire final de l'actrice, car le client n'était pas entièrement satisfait de la performance originale. Nous avons donc utilisé notre méthode brevetée de contrôle des formes pour créer une multitude de variations progressives dans l'intensité du sourire, en ajustant l'ouverture des yeux, la tension des zygomatiques et l'humidité des lèvres, jusqu'à ce que les clients se décident pour la performance qu'ils préfèrent. Que ce soit en français, en allemand ou dans n'importe quelle autre langue, c'est ainsi que nous créons des synchronisations labiales dignes du cinéma. Je vais poser la question. Je vais jouer le méchant. Qu'est-ce que Turning Point fait à rencontrer cette entreprise, tout simplement? Mon Dieu, je ne sais pas si c'était il y a si longtemps. Peut-être que je deviens vieux. Mais Turning Point USA était autrefois une organisation qui allait sur les campus universitaires pour diffuser des principes conservateurs comme le libre marché, le capitalisme. Dans quel but utilise-t-il concrètement cela? Et plus spécifiquement dans le cas de la technologie de clonage vocal hollywoodien. Ça me paraît juste un peu étrange. Et n'auriez-vous pas encore moins besoin de ça après la mort de Charlie? Presque moins utile. Vous vous êtes peut-être dit, on peut mettre Charlie à plein d'endroits différents. Et cela ne vous serait-il pas moins utile après la mort de Charlie? Tu ne pourrais pas tout simplement repousser l'échéance? Vous allez vraiment organiser une réunion comme ça? Non? Eh bien, j'aimerais bien savoir. Ont-ils travaillé avec eux? Bilan de cette boîte? Simple réunion? Andrew Kolba a dit avoir vu des gens prétendant créer ces deepfakes de Charlie, mais ils ont refusé. Tous refusé? Leur ont-ils montré un exemple de ce qu'ils pouvaient faire? Et Erika dit qu'elle a regardé la vidéo de Charlie, disant qu'il l'avait choisi, alors que les donateurs affirment que cela n'est jamais arrivé. Est-il plausible qu'il lui ait montré un deepfake? Savait-elle que c'était un deepfake? Pourquoi les donateurs, encore une fois, quel serait l'intérêt pour des donateurs fortunés qui sont allés à Aspen pour soutenir Charlie d'affirmer que cela n'a définitivement pas eu lieu? Et ça, ce moment-là, c'est de l'IA. Aussi, pourquoi Turning Point n'utiliserait-il pas ce moment en vidéo pour annoncer Erika Kirk? Vous savez, vraiment, rien de tout cela n'a de sens pour moi. Et oui, je vais m'arrêter là. Nous revenons tout de suite après une courte pause. Très bien, les amis, la vie change vite. Un jour, vous planifiez des vacances et le lendemain, vous pensez à protéger les personnes qui comptent le plus sur vous. Voilà pourquoi l'assurance vie compte. Avec SelectQuote, se couvrir est plus facile que prévu. SelectQuote enlève toute incertitude dans la recherche de la bonne police d'assurance vie. Vous n'avez pas à trier vous-même des dizaines d'options compliquées. À la place, l'un de leurs agents agréés trouvera la bonne police au bon prix pour vous. Et il associera des plans provenant de compagnies d'assurance fiables et bien notées pour trouver une police adaptée à votre santé, votre mode de vie et votre budget. Et il travaille pour vous gratuitement. SelectQuote collabore avec des fournisseurs qui proposent une couverture le jour même jusqu'à 2 millions de dollars sans examen médical requis. Et vous n'êtes pas sans solution si vous avez des problèmes de santé préexistants. Parce que SelectQuote s'associe à des compagnies qui proposent des polices pour les personnes ayant des conditions comme l'hypertension, le diabète ou des maladies cardiaques. L'assurance vie est plus abordable que jamais. Assurez-vous au meilleur prix et économisez plus de 50% via selectquote.com/Candice. Rendez-vous dès aujourd'hui sur selectquote.com/Candice pour commencer. Je vous rappelle aussi American Financing. Les dépenses d'été en 2026 explosent, forçant les Américains à sortir leurs cartes de crédit. C'est un cycle d'endettement sans fin. Mais American Financing peut vous aider. Sans raccourci, c'est un plan stratégique pour assainir vos finances et votre budget. Chez American Financing, ils créent des plans adaptés à vos objectifs. Ils analysent vos dettes pour voir comment la valeur nette de votre maison peut mieux vous servir. Imaginez regrouper vos dettes à taux élevés en un seul paiement simple.
Aucun frais initial ni pression, juste des conseils honnêtes de consultants salariés. Les clients économisent en moyenne 800 $ par mois. C'est un vrai bol d'air. Commencez dès aujourd'hui et vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires. Appelez American Financing au 807 95 12 10 ou visitez americanfinancing.net dès aujourd'hui. /Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net. /Owens. American Financing, la référence américaine pour les prêts immobiliers? Très bien, les amis, voici les meilleurs commentaires de l'épisode d'hier. Quelqu'un a écrit « Pourquoi Charlie dirait-il « nommer ma femme » au lieu de « je nommerais ma femme » si quelque chose m'arrivait? Le présent au lieu du futur. Bonne question. Tim G. Family Four écrit « Je nomme ma femme » ressemble à un texto de Tyler Robinson. C'est tout à fait vrai. Beaucoup trop formel. Et Charlie n'était pas quelqu'un d'aussi formel. C'est justement ce qui le rendait si captivant sur scène. Il savait rester conversationnel. Cela paraît effectivement remarquablement formel, comme s'il le faisait, vous savez, comme lors d'un couronnement. J'ai nommé ma femme. Voici également un commentaire de Dick Shirley hier. Il était contrarié que je ne sois pas dupe. Désolé. Il a écrit « Tiens, Candace, voici une vidéo d'une favela incroyable. Vous n'imaginerez pas qu'elle soit réelle. Plus dangereux que n'importe laquelle de vos réunions de famille, j'espère. Je ne savais pas que tu étais construit comme une favela, un endroit si dangereux, mais respect. » D'accord, Dick? Je ne sais pas quoi vous dire. Pour les gens, ce n'est pas du journalisme, c'est juste comme ça qu'ils grandissent. Et merci à tous les Brésiliens dans les commentaires d'hier. Vous étiez hilarants. Vous devriez faire défiler les commentaires d'hier. C'était du genre « C'est la plus grosse blague que j'ai jamais entendue. » Comme je l'ai dit, il suffit de vivre un peu et c'est tellement absurde que ça dépasse l'entendement. Ça ne vaut même pas la peine d'en débattre. Je sais qu'il y a un pigeon qui naît chaque minute, mais il faut vraiment être plongé dans la banlieue pour croire que quelqu'un peut infiltrer un gang dans une favela 48 heures après 48 heures. Avec une caméra et un micro, tu te feras voler vite. Amis spectateurs, ne faites pas ça chez vous. Place aux commentaires. Je viens de voir un gros commentaire arriver sur YouTube. Bonjour Candice. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour le monde et pour avoir révélé au grand jour toutes ces absurdités. Question rapide. Qu'est-il advenu de toutes les affaires concernant Mitt Romney dont nous avions fait une pause? Je vous embrasse du Texas. Je suis encore en train d'enquêter sur la question. Je pense que ça joue un rôle dans l'Utah. J'avais oublié de préciser que c'est Mitt Romney qui tire les ficelles. L'enquête est en cours, de temps de façon différente. Vous savez, on revient sur certains éléments lorsqu'ils s'intègrent à un autre ensemble, mais le cas de Mitt Romney est incroyablement fascinant, en particulier sa longue relation avec bébé Netanyahou. Merci donc de me rappeler d'y revenir à un moment donné. Commentaire sur l'épisode d'aujourd'hui. Monica W. Elle écrit « Je courais voir Oprah à 16 heures et l'ado que j'étais était déçu car les sujets m'ennuyaient. Maintenant, je guette ton émission quotidiennement sans jamais être déçu. Soit j'ai grandi, soit tu dis vrai. » Merci beaucoup, Monica. C'est vraiment, vraiment adorable de même m'imaginer dans cette catégorie. Je suppose qu'Oprah, c'est tellement différent, c'est de la télévision de talk-show en journée. Et d'ailleurs, elle allait vraiment loin dans ses anciennes émissions et elle abordait des sujets vraiment intéressants et captivants. J'apprécie donc ce compliment. RKO, c'est la vie, écrit-il. Bonjour Candice. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour le monde. Ah, c'est ce que je viens de lire. Merci à vous. Je l'ai trouvé sur YouTube. J'ai vu ça arriver. Zia. Meet écrit « Charlie Kirk n'est pas mort en vain ». Non, il ne l'a pas fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Brooke dit « L'indépendance est un super pouvoir. Soutenir Charlie avec une telle loyauté est rare. Dénoncer ses gourous est crucial. Le Christ est roi, et il y en a tellement. » Et malheureusement, beaucoup d'entre eux occupent l'espace des églises et des méga-églises. Et ils vous disent qu'ils font cela pour Dieu, et je pense que les gens commencent à réaliser que ce n'est pas le cas. Ils le font. En réalité, ils détournent la foi et essaient d'orienter les gens vers une position politique, et vraiment une position politique dévastatrice. Cet utilisateur écrit « Les fonds de dotation, dans le cadre du procès Waterstone, sont accompagnés d'instructions à l'organisme de bienfaisance sur la façon d'allouer les fonds tout en gardant le nom du donateur secret. Je pense donc que c'est ce que Charlie essayait de vérifier. Connu pour les transferts de fonds étrangers effectués via des fonds à conseil de donateurs. Je suis légèrement d'accord. Je crois qu'il examinait attentivement. Passer à l'action décisive. Et d'après tout ce que j'ai vu, d'après les personnes à qui j'ai parlé au sein de l'organisation,
La rumeur dit qu'il manquait 10 millions de dollars à Turning Point Action. Et Turning Point Action a en fait créé une porte dérobée. Il y a des liens avec la mère d'Erika. C'est un fait. J'ai un trou de mémoire sur le nom de l'entreprise dont elle fait partie du conseil d'administration avec Tyler Boyer. Ils agissent Superfeed en fait. Alimente le site web de Turning Point USA, donc l'application, pardon. Donc, si vous regardez dans l'application et que vous commencez à lire les informations que vous passez en cliquant lors du téléchargement d'une application, il est indiqué Superfeed. Je pense qu'ils ont probablement construit beaucoup de mécanismes. Et encore une fois, je spécule ici, mais avec beaucoup de personnes qui étaient à Turning Point USA et qui n'y sont plus, disant que c'est là que l'argent manquait. Et si c'était Turning Point Action, alors il y aurait un lien direct avec Lori Franz Fay, ce qui aurait créé un sérieuse pagaille dans sa relation avec sa femme. S'il découvrait quelque chose à propos de Lori Franz qui... oui, j'ai beaucoup de questions à son sujet en général, mais je l'ai exprimé tout au long de notre série sur Erika Kirk. La fiancée de Charlie, écrit Ali, ou Ali, pardonnez-lui, écrit Erika. Il est passé chez Glenn Beck et a déclaré que Charlie n'avait pas envoyé de SMS la veille pour annoncer sa mort. Lorsqu'elle vous a avoué en privé que c'était faux, pourquoi n'a-t-elle pas rectifié les faits publiquement? C'est pas bizarre? Oui, vous avez raison, c'est bizarre. Elle a dit « C'était vraiment une attitude, n'est-ce pas? » Elle dit un truc du genre « J'ai son téléphone. » Il n'a jamais dit ça. Et puis elle s'est fait prendre la main dans le sac. Le lendemain, je me suis dit « C'est bizarre, car Andrew était parmi ses contacts SMS. » Elle a alors dit « C'est parce que, vous savez, des trucs étaient programmés pour être supprimés. » Dan Flood. D'accord, voici votre mari. Il n'a pas dit qu'il craignait de mourir hier soir, mais il était angoissé. Il est debout la nuit précédente. Vous avez dit qu'il était simplement excité. C'est étrange de ressentir ces deux émotions en même temps. Tu t'enthousiasmes tellement pour quelque chose que tu as fait et qui est en réalité devenu assez banal. Je n'ai jamais vu Charlie comme ça. Entre nos messages techniques et les murs fins de l'hôtel où j'entendais sa douche, il n'a jamais été aussi excité à l'idée d'un événement sur un campus. Parce qu'on en faisait tellement qu'il n'arrivait plus à dormir. Cette nuit-là était différente. Il était tellement excité qu'il n'arrivait pas à dormir, mais il pensait aussi qu'il allait se faire tuer. Ça fait beaucoup d'émotions pour un seul homme. J'en crois une de celles-là. Je pense que Charlie avait peur la veille au soir et n'était pas excité à l'idée de faire un événement sur un campus universitaire dans une université où il avait déjà fait un événement similaire. Ce n'était pas nouveau, ce n'était pas unique. Et ce n'est pas pour, tu sais, dire quoi que ce soit au public de l'UVU, mais c'était son travail. Et il faisait ce travail depuis des années. Donc, je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle il était réveillé. Je ne crois pas. Quand je rassemble les indices, ça ne me semble pas juste. Et puis, elle ne lui en a pas du tout parlé. Ça non plus, et ça ne me paraît pas correct. Et puis, il s'avère que même quand elle a essayé de réparer le mensonge, ce qu'ils ont probablement réfléchi sur Telegram, que c'est là que ça s'est passé, c'était inexact. Et il a en fait envoyé un message à Dan et à moi. Alors, est-ce que quelqu'un a supprimé les messages avant qu'ils ne soient donnés à Erika? Je sais qu'elle n'est pas inquiète, évidemment. Rien de tout cela ne la dérange. Aucun des trous ne la dérange. C'est juste, vous savez, la veuve aimante et attentionnée qui croit tout ce que raconte la Fed et qui n'est absolument pas... Elle n'a même pas une seule question concernant cette enquête. Elle lui pardonne tout simplement et elle aimerait tourner la page et passer à autre chose. Et voilà. TJ. Clark, l'ancien officier de police d'Aurora de Reich, est ici. Le 10 septembre a été particulièrement éprouvant pour nous à cause de la fusillade locale, suivie juste après par Charlie Kirk. J'ai déscolarisé mes enfants le 11 septembre pour ça. Dispo pour vos dossiers locaux au besoin. Merci. C'est très utile. Je ne sais pas à quel point je vais approfondir cette histoire du 10 septembre, mais je l'ai fait. Je pense qu'elle méritait une attention plus nationale. Et je peux imaginer ce que vous avez traversé. C'est vraiment beaucoup. Oh, je suis désolée. Vous parliez d'Aurora. Je pensais au 11 septembre. La police d'Aurora, c'était la tuerie de Batman. C'est très intéressant. Merci de nous envoyer un email à moretips@candysummers.com pour que je puisse avoir vos informations. Parce que j'ai effectivement quelques questions à ce sujet, totalement bizarres. L'histoire de cette femme qui a été touchée par balle 5 fois et emmenée par des policiers dans une voiture de police et
Jessica Garza, je crois que c'était son nom. C'est très étrange. Selon ma théorie, ce sont des cibles militaires. Elle venait tout juste de survivre à une autre fusillade. Qu'elle y a échappé dans un food court au Canada. Il y a beaucoup de choses étranges dans cette histoire. Happy, Coma, écrit, c'était presque certainement le bureau du shérif de Clear Creek qui travaillait en collaboration. Nous n'avons pas notre propre service de police à Evergreen. C'est intéressant. La police d'État et Clear Creek ont répondu, c'est très intéressant. Et j'imagine qu'ils connaissent le protocole ayant été dans la région de Columbine. Merci d'avoir partagé cela. Julia écrit, je viens de voir une vidéo Mots de sagesse qu'Erika Kirk a enregistrée de Charlie Kirk. Il a dit, si tu veux vraiment en apprendre beaucoup sur quelqu'un, donne-lui beaucoup de pouvoir. On dirait vraiment une ambiance 2020-5-26 entre TPUSA, Trump et Israël. Oui, tu sais, quelqu'un a fait la blague. Quelqu'un qui ne sera pas nommé dans la régie a fait la blague. Et ça m'a vraiment fait rire. Parce que si tu regardes Le Seigneur des Anneaux et tous ces gens qui se battent pour le pouvoir, pour Charlie, c'est comme si Charlie était le seul à pouvoir vraiment porter l'anneau et ne pas vouloir un pouvoir illimité. Et puis, ils ont dit, Erika sort de nulle part, goûte au pouvoir et devient cette reine qui dit, je peux être la reine. Je crois qu'on a cet extrait. On a l'émission L'Extrait. C'est le moment dont je parle. Si vous n'êtes pas fan du Seigneur des Anneaux, passez votre chemin. Mais là, je me dis, ouais, oui. L'anneau, c'est tentant. Je peux être votre PDG. Regardons cet extrait. Vous pouvez rejoindre le club de lecture vendredi. Nous allons parler de mon livre, ce qui me rend très, très enthousiaste. Vous allez continuer à m'entendre dire ça. Fais-lui un sandwich. C'est la première fois que je le lis, mon livre. Et si vous êtes féministe, c'est ça le défi. Rejoignez le club de lecture, lisez-le. Je me demande si, en connaissant mieux l'histoire du féminisme, vous serez dégoûté du mouvement. Je parie que oui. C'est un peu ce qui m'a fait me dire « Oh, je n'ai plus envie d'être féministe ». Connaissant l'histoire sombre derrière tout ça et son origine, c'est aussi pour soutenir l'émission et notre liberté, pour blaguer sur le Seigneur des Anneaux sans se faire annuler. Ça sera évidemment coupé. Parlons de combien je suis horrible et affreuse d'avoir remarqué. Des schémas de personnes qui semblent vouloir le pouvoir tout en prétendant le contraire. Mais vous pouvez nous soutenir, ainsi que notre indépendance, en achetant des articles dans notre boutique. À part ça, les amis, c'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Encore désolé d'avoir eu un peu de retard. On se retrouve demain.